Bonjour à tous. Aujourd'hui, Midi en France est au cœur de la région Auvergne, dans le département du Cantal, à Salers. Très belle ville. Salers, vous connaissez forcément le nom, avec le Salers, le fromage, et puis la race Salers pour les vaches rouges à cornes de lyre. Alors c'est Jérôme Cazenave qui va venir nous préparer un nombre. Un nombre, c'est un poisson de rivière commun d'Auvergne en gravlax. Ah, c'est pas une recette auvergnate, mais vous allez voir, c'est délicieux. Nos chroniqueuses sont sur le terrain depuis ce matin et Louisa, notre spécialiste du tourisme, se trouve dans les rues de Salers, cette magnifique cité. Bonjour Louisa. Bonjour à tous, bonjour Vincent. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un joyau Renaissance perché sur un piton rocheux. Le village de Salers déborde de merveilles. Nous allons découvrir son histoire, son patrimoine bâti, ses maisons bourgeoises, tout. Vous saurez absolument tout sur ce village et je vous propose de me retrouver tout à l'heure. Merci Louisa, à tout de suite. Nathalie Schran-Girma, notre ambassadrice du Made in France, eh bien, elle nous emmène ce matin à Aurillac, à une quarantaine de kilomètres, pour nous faire découvrir les secrets de fabrication d'un des objets de notre quotidien. Nathalie. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Effectivement, on ne présente plus cet objet emblématique d'Aurillac, le parapluie. Eh bien, tout à l'heure, vous découvrirez toutes les étapes de fabrication d'un parapluie. Merci Nat, on fera la visite avec toi au cours de l'émission. Ce matin, notre invité est Philippe Vialon. Alors Philippe Vialon, c'est une des voix de France Bleu Pays d'Auvergne et c'est surtout un grand gastronome et un connaisseur de la cuisine locale. On le retrouve évidemment avec notre chef dans un instant. Et puis, nous avons notre camarade Jérôme Doumingue, notre camarade de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, qui lui connaît parfaitement le secteur. Eh oui, on est toujours à Salers aujourd'hui, autour des Sagraniers et des Sagranières, les habitants de Salers, 335 habitants, cette petite cité médiévale parmi les plus beaux villages de France. Et puis pas loin d'ici, à un jet de pierre, en quelque sorte, on se retrouve à enjamber les gorges de la Truyère sur le viaduc de Garabi, long de 565 mètres, haut de 122 mètres. Ce fut à l'époque, au 19e, lors de sa création, le plus haut viaduc du monde. Sur ce chemin de fer qui enjambe cette rivière, eh bien, on relie Deville, Clermont à Béziers. C'est un ouvrage d'art assez magnifique que l'on doit notamment à Gustave Eiffel. Les Parisiens ont la tour Eiffel. La Dame de Fer, nous on a l'homme de chemin de fer, le viaduc de Garabi. Tu peux dire l'homme de fer, Robert Dacier. Ouais. Ah, ben, ça nous rappelle notre jeunesse. Ça va Jérôme? Ah ben deux Jérôme. Jérôme Cazenave, ça va chef? Ça va bien et vous? Bah oui, les tocs d'Auvergne, quelle belle association de chefs. Alors Jérôme, qu'est-ce qu'on va cuisiner? Ah, ça c'est un poisson qu'on n'a pas trop l'habitude de voir à la cuisine de Midi en France. C'est très rare, en fait, c'est l'ombre commun d'Auvergne. De l'ombre, voilà, attention, pas confondre avec l'omble. Et on le trouve où alors celui-là? Alors on le retrouve dans les cours d'eau d'Auvergne, naturellement. Ouais. Mais là, en l'occurrence, ça vient de Chanteuge. On est en Haute-Loire, on est proche de la maison. Et surtout, voilà, on en revient que c'est un produit qui est très rare aujourd'hui, qui est ouvert quasiment que sur les restaurants d'Auvergne. Et on va le cuisiner comment ce poisson? Tout simplement, en gravlax. Ah d'accord, donc cru mariné en quelque sorte. Oui, quoi, cru. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est cru, c'est cuit par le sel. Et avec quoi on va le servir? Eh bien, l'automne, donc on va travailler avec des courges, de tornettes, potiron, et de la lentille blonde de la Planaise. Allez, avant de revenir à la cuisine, on va retrouver Louisa Houle, notre spécialiste du tourisme de l'émission. Elle se trouve pas très loin d'ici, dans Salers, sur l'esplanade du Barouse, un lieu absolument magnifique. Tout à fait Vincent, je me balade le long d'une adorable petite rue sinueuse comme il y en a beaucoup ici à Salers. Salers vient de Salernum, qui signifie domaine de l'éperon rocheux. Nous sommes en effet perchés à 950 mètres d'altitude. Le village domine 3 vallées et il est classé parmi les plus beaux villages de France. Quand on s'y balade, on comprend pourquoi. Et je vais retrouver Sylvie pour en savoir un petit peu plus. Bonjour Sylvie. Bonjour. Alors les origines de Salers remontent au XIe siècle. Quelle est l'histoire du village ? C'est vrai qu'au XIe siècle, Salers c'était un petit fief seigneurial, une cité d'abord agricole et commerçante, et d'ailleurs c'est le commerce qui a été la première richesse de Salers. Nous arrivons donc au XVe siècle, le village prend de plus en plus d'importance et la nécessité de se protéger arrive, donc on construit des remparts. Oui, au XVe siècle, les habitants ont peur, ils ont connu des attaques, des pillages, que ce soit des Anglais ou des routiers, donc ils entourent cette cité de remparts. Nous sommes ici au pied du beffroi, qui est l'un des restes du rempart. Oui, c'est une des 2 portes restantes, avec une partie de l'enceinte, et cette porte, elle est assez emblématique. Elle se compose d'une tour carrée à laquelle vient s'accoler une tour ronde. Et au sommet de cette tour carrée, on a un campanile en fer forgé avec une cloche qui date de 1509. Et qui est symboliquement très importante. Oui, puisque c'est à cette époque-là que les habitants ont obtenu la franchise municipale. Ce qui est assez étonnant quand on arrive ici à Salers, c'est que la ville est totalement grise.
Oui, et c'est sûr que c'est lié à notre situation géographique, hein. Les pierres que vous voyez, c'est du basalte, de la pierre de brèche. Et c'est sûr, c'est de l'extraction locale, on va dire. On a également un adorable toit en lauze qui tapisse absolument toutes les bâtisses. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, on retrouve des bâtisses assez cossues. Oui, on a la chance d'avoir pu préserver cette unité architecturale. Elles sont essentiellement de style Renaissance. Et la place principale, hein, la place Tissandier, en est un très bel exemple. Alors, il y a énormément de choses à visiter ici à Salers, notamment une église sublime qui date du XIIe siècle. Oui, cette église, elle est composite. C'est vrai qu'il n'en reste plus grand-chose. Du 12e, on a ce mélange de style gothique et roman. Et puis son mobilier qui vaut le détour, hein, aussi bien au niveau des tapisseries que sa mise au tombeau. Se balader dans Salers, c'est faire un bond dans le temps, au Moyen-Âge. Vous me disiez que vous adoriez faire visiter cette ville à vos enfants, vous y baladez avec eux. Pourquoi vous prenez plaisir à vous balader ici? Ah oui, c'est sûr qu'à Salers, c'est un voyage dans le temps. Moi, c'est vrai qu'enfant, je m'y suis promenée. Aujourd'hui, j'y viens en famille et c'est toujours agréable à la fois de flâner dans les rues, à la fois de profiter du point de vue que l'on peut avoir à l'esplanade. Et puis, c'est vrai que l'été, un petit limonaire fait la joie des enfants. Vous avez bien raison. Merci beaucoup, Sylvie. Alors, moi, je vous invite vraiment à venir découvrir Salers, une rue principale, 400 habitants, un dédale de petites rues où on peut se perdre et découvrir des choses. Retrouvez-moi tout à l'heure pour la visite du musée. Et puis moi, je vais me perdre dans les rues. Merci Louisa, on se retrouve tout à l'heure, bonne balade. Alors vous savez qu'on aime accueillir nos camarades de France Bleu. Et justement, j'ai une des voix de France Bleu Auvergne, c'est Philippe Vialon. Bonjour Philippe. Bonjour Bienvenue Vincent. à Midi en France. Merci, Alors, je suis ravi, c'est sympa. Une voix de France Bleu, certes, mais surtout un palais de France Bleu, parce Oui. que vous êtes un vrai gastronome avant Oui. d'être une voix de France Bleu. C'est gentil Vincent, je m'attendais à un ventre de France Bleu. Non. Mais le palais c'est bien. Non, mais le je palais ne me- c'est bien. me C'est une bonne permettrai idée, pas. ça me plaît beaucoup effectivement. Donc Philippe, ici, chaque mois de mai, au week-end du 1er mai, se tient le Salon de sites remarquables du goût. C'est des journées absolument fantastiques. Vous pouvez C'est nous en fabuleux. parler un petit peu? Alors c'est fabuleux parce qu'il y a en fait 56 remarquables du goût en France qui sont des lieux de production emblématiques. Ouais. Donc bien sûr, à Salers, nous avons le fromage et la viande, mais on pourrait aller faire un petit tour du côté de Billon pour l'ail rose de Billon et maintenant l'ail noir de Billon. On pourrait également aller à Saint-Nectaire. Et il y a comme ça partout en France des lieux emblématiques de production. Il y a un savoir-faire. Il y a des territoires, il y a des terroirs, il y a des histoires, il y a des hommes et des femmes qui transmettent ce savoir-faire depuis des générations et des générations. Et on peut parler bien sûr des produits de la mer, on peut parler des produits de la terre, on peut parler également du vin. Donc il y a vraiment une valorisation de ces terroirs à travers ces produits et il faut acheter ce type de produits. Ils ont du goût. Voilà, ce beau morceau de salaire que j'ai mis mon nom dessus. Hein. Vous me le laissez pour tout à l'heure. Ah ben là, il y a la trace des doigts. oui. Jérôme Casana, on va peut-être commencer la recette de cette ombre. Hein. Qu'est-ce que vous faites là? On incise Juste derrière la tête. juste derrière la tête. En fait, on suit le pli de Louis. C'est ça. Et après, on va venir placer le couteau en parallèle de l'arête centrale. Tout simplement. On incise. Voilà. Et Et on s'appuie sur l'arête. C'est ça. Et après, c'est un jeu d'enfant. Hein, c'est écriture. Bah, c'est un jeu d'enfant quand on est un chef, un grand chef, oui, ça c'est sûr. Bon, et est-ce que on peut demander ça à son poissonnier? Non, mais, oui. logiquement, il nous le fait. Oui, bien sûr. Après, toute la difficulté sur ce poisson, c'est déjà trouver le poisson. Ouais, parce que l'ombre, bonne chance. Voilà. Mais après, il peut être substitué par petite truite dans les Alpes, la ferra. Ou l'ombre chevalier. Oui, tout à fait. Eh ouais. Donc là, on enlève les 3 arêtes. Alors qu'est-ce que vous faites là? Alors voilà, en fait, vous- pour lever le poisson, vu que c'est un petit poisson, et avoir le moins de pertes possible, Ouais. on a cassé l'arête ventrale, Ah d'accord. qui est ici. Donc D'accord. on va juste passer notre couteau dessous. Ah voilà, on lève donc toutes les arêtes qui sont accrochées à un C'est petit ça. peu de chair. Et donc là, juste un petit coup de couteau pour faire propre. Sous le ventre. Et c'est fini. On va goûter tout à l'heure, mais pour l'instant, on retrouve Nathalie Schrein-Guerman, notre ambassadrice du Made in France, qui se trouve à Aurillac, dans une manufacture centenaire. Effectivement, Vincent, vous serez tous sur la fabrication du fameux parapluie d'Aurillac. Et pour cela, je suis au cœur de l'une des plus anciennes manufactures de France, 130 ans d'existence. Et pour en parler, Mathieu Pigagnol, 5e génération. Alors racontez-nous l'histoire de ce fameux pépin. Alors ce pépin, on l'appelle le parapluie de berger. En fait, au 19e siècle, quand on a commencé avec ce parapluie-là. Et on le fabrique encore dans notre manufacture tous les jours. Il est fait en quelle matière, hein, ce parapluie de berger? Alors toutes les matières sont d'origine naturelle. Vous avez une toile qui est 100% coton, des baleines qui sont en rotin et le mât qui est en hêtre. Alors l'une des premières étapes de fabrication pour réaliser ce parapluie, c'est le métier de carcassier. Alors regardez ce qu'est en train de réaliser Bruno. Alors expliquez-nous ce que vous faites là, Bruno. Je rassemble les 9 baleines
sur le coulant. Donc c'est plus des fanons de baleine comme à l'époque, hein. Là c'est du bambou. Ah, du bambou, oui, tout à fait. Montrez-nous ce que ça donne une fois assemblées ces 9 baleines. C'est vraiment la structure du futur parapluie, regardez. Et là, on voit bien ce que ça va donner. Alors combien vous en faites par jour? 8 à 9 par jour. Vous imaginez un peu le temps de travail, il faut compter quoi, à peu près 45 minutes, 1 heure pour fabriquer une carcasse de parapluie. Une fois cette carcasse terminée, on passe aux étapes suivantes. Alors justement, qu'est-ce qui se passe là, Mathieu Pigagnol? Alors, une fois que la carcasse est réalisée, il faut rajouter la couverture. Et donc, pour faire la couverture, il faut d'abord couper les 9 panneaux. C'est la toile en coton qu'on coupe 9 fois. Ensuite, il y a les couturières qui vont les assembler. Ensuite, il y a une opération où on va rajouter l'aiguillette, la pose de l'aiguillette. Ensuite, on va faire le lien mécanique entre la carcasse et le tissu. Donc, c'est l'étape d'arrêtage. Et la dernière étape, c'est le contrôle qualité. Il y a une ouvrière qui va ouvrir le parapluie et vérifier qu'il est conforme à nos attentes. Il faut compter en moyenne 1h30, c'est ça, pour fabriquer un parapluie? Oui, c'est ça. Il faut à peu près 1h30 pour faire un parapluie. C'est ça la qualité Made in France. Et après, ça nous permet d'avoir des parapluies qui sont quasiment increvables. Et ce que je vous propose tout à l'heure, c'est de découvrir comment cette entreprise s'est lancée également dans les nouvelles technologies. À tout à l'heure. Merci Nathalie, à tout à l'heure. Alors Philippe, ces parapluies à Aurillac, c'est extrêmement traditionnel. Oui, c'est formidable, c'est fabuleux et puis surtout, c'est moderne. Ah, Faut pas oublier ça. Le Cantal, c'est aussi un département moderne. Ici, vous êtes hyper connecté entre les gens, bien sûr, mais hyper connecté avec le monde entier. Et les parapluies en sont un bel exemple. Jérôme, il y a un truc qui m'intéresse un petit peu plus, moi perso, que les parapluies. Je vous vois venir. C'est le travail du cuivre, notamment oui. pour la vaisselle, la dinanderie. Exactement, pour tout l'aspect domestique de la chaudronnerie. C'est le noblard, la dinanderie de la chaudronnerie, lorsqu'il s'agit de faire des casseroles en cuivre ou en laiton. C'est une vieille tradition qui remonte au XIVe siècle. Pourquoi la dinanderie? Parce que ça vient de la ville de Dinan, en Belgique. La dinanderie d'Auvergne, on la trouve ici aussi, dans le bassin d'Aurillac. C'est une vieille tradition aussi inscrite dans le paysage de l'artisanat local, la dinanderie, notamment dans les mains d'un monsieur qui s'appelle Jean-Paul Bastien, qui est installé à Jussac, à 30 km d'ici, à Salers. Il travaille les cuivres, les étains, et il restaure aussi, mais il perpétue donc une vieille tradition. On vient d'en parler, c'est l'un des derniers artisans dinandiers de cette région. Et l'intérêt alors, pourquoi on fabrique des casseroles en cuivre? Parce que c'est un très bon conducteur de chaleur. On aura la même chaleur sur les bords qu'au centre de la casserole. Et ça, pour le cuisinier qui est Jérôme Cazeneuve, ça lui parle, évidemment. Si on cuisinait un petit peu par notre recette, maintenant qu'on a levé nos filets... On va faire une petite préparation, en fait. Pour le gravlax, on va utiliser temps pour temps de sucre et de sel. De gros sel et de sel fin. Ah ouais. Et oui. Donc en fait, 2 tiers de sel pour 1 tiers de sucre. C'est ça. Et en fait, le sel fin, lui, va pénétrer au cœur du poisson. Le gros sel va saler l'extérieur du poisson. Et pourquoi on met du sucre? C'est tout simplement pour enlever cette sensation trop puissante et trop persistante du sel. D'accord, donc le sucre dessale. De la même façon qu'on désucre en pâtisserie avec du sel, on peut dessaler avec du sucre. Plus ou moins, c'est ça. Donc on recouvre bien nos filets. Voilà, il faut les recouvrir. Je vois que vous les avez mis côté chair, en revanche, sur le dessous. Oui. Pour pas avoir récupéré au cas où qu'on ait des écailles ou D'accord. Pour pas trop salir, abîmer le produit. Voilà, et là on est parti pour 2 heures au frigo. Et qu'est-ce qu'on fait après? Mais après on va cuire les courges. Alors? Donc ici on a amené du butternut, des courgettes jaunes, des courgettes rondes, dit courgettes de Nice. Je vous laisse faire, chef, je vais le mettre au frigo. Continuez sans moi à expliquer ce que vous faites. Donc là on va blanchir tous les légumes. C'est-à-dire combien de temps le blanchiment? On va dire 2 minutes. 2 minutes. Et quand ces dernières seront cuites, on va les enlever pour les mettre à refroidir dans un bain d'eau froide. Formidable. Allez, on revient dans quelques secondes. On va retrouver Louise Aoul, notre spécialiste du tourisme, dans une demeure, une maison bien connue de Salers qu'on appelle la maison du commandeur ou qu'on appelle aussi maison dite des Templiers.
Tout à fait, Vincent. Je suis dans le couloir d'entrée de cette maison bourgeoise qui date du XVe siècle. Tout autour de moi, les détails architecturaux, comme ce visage gravé dans la pierre, les croisées d'ogives, les clés de voûte nous racontent que nous sommes dans un intérieur cossu, que les propriétaires ont les moyens. Alors, cette maison a eu plusieurs fonctions. Elle a même abrité l'école du village, mais elle est aujourd'hui le musée. Alors ici, on arrive sur l'escalier en colimaçon qui est impressionnant. Et puis, on entre dans le cœur de tout intérieur. Il s'agit évidemment de la cuisine. Et je vais retrouver Anthony pour en savoir un petit peu plus. Bonjour Anthony. Bonjour. Alors vous êtes guide ici au musée, on est dans la cuisine. Et ce qui m'impressionne, ce qui attire mon attention, c'est cette cheminée gigantesque. Oui, en effet, cette cheminée est très impressionnante. Il s'agit donc de la cheminée de la cuisine. Vous avez plusieurs cheminées dans cette maison très impressionnantes. Ce sont des marques de richesse. Autrefois. Et cette cheminée est légèrement plus grande puisqu'elle permettait aux personnes d'entrer à l'intérieur et de préparer les différents plats. Parce que oui, monsieur, oui, madame, venez voir. Avant, c'est ici, comme ça, à l'intérieur de la cheminée qu'on préparait à manger. On a même là un four pâtissier, qui nous raconte aussi que les propriétaires ont les moyens. Et oui, puisque dans un four à pâtissier, on va préparer de nombreux gâteaux, pâtisseries. Or, au XVe siècle, c'est essentiellement la bourgeoisie et les personnes fortunés qui vont manger donc de ces sucreries. Ah, d'accord. On va peut-être sortir. Il y a énormément de pièces ici dans cette maison qui nous racontent un petit peu l'histoire de l'évolution du village et de sa population. Oui, on a donc plusieurs salles d'exposition dédiées à la vie quotidienne des habitants de Salers et du département du Cantal. Vous allez donc retrouver ici l'ancienne pharmacie de Salers ou encore la vie dans la campagne, donc l'élevage, l'agriculture, et puis enfin la vie quotidienne des habitants de Salers, donc la façon dont ils s'habillaient, de se chauffer, etc., etc. Il y a même une salle qui est consacrée à l'ancienne école où vous avez récupéré les vieux bancs, les encriers, c'est adorable. Et il y a un bureau qui est consacré, lui, à un grand chevalier. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que ce chevalier, qui s'appelait Israël de Mossier, était chevalier de l'ordre de Malte et a vécu ici au XVIIIe siècle. Il a acheté cette maison, il a passé une grande partie de sa vie et le musée a souhaité rendre hommage à ce personnage. Alors l'ordre de Malte est un ordre chevalier très important, très connu, qui est apparu au moment des croisades. Et ils avaient la particularité d'être des chevaliers bienveillants. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient médecins. Donc leur rôle était de protéger et de soigner les pèlerins. Merci beaucoup Anthony. Je vais vous montrer une dernière petite chose. Alors là, on va pénétrer dans une pièce qui était certainement un cellier au XVIe, XVIIe siècle et qui abrite aujourd'hui les objets qui étaient dans l'ancienne pharmacie, une pharmacie qui date de 1890. On retrouve tous les remèdes, des feuilles de noyer, de la menthe poivrée. On voit qu'on soignait vraiment avec les plantes et il y a un petit quelque chose de très étrange. Regardez. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Eh bien, c'est des vipères rouges qui sont plongées dans de l'alcool et c'était censé soigner les maux de ventre et les rhumatismes. Alors, moi, je ne sais pas si je vais trinquer au jus de vipère, mais par contre, je vous invite à venir découvrir ce musée. Il y a plein de choses vraiment très étonnantes, très instructives à y découvrir. Merci Louisa, à tout à l'heure. Alors j'ai mon magnifique plateau de fromage, surtout de Salers, je dois dire, mais j'ai quand même un morceau de Saint-Nectaire. Ça nous fait partir du côté de Saint-Nectaire, Jérôme. Il n'est pas pétrifié celui-là. Ah non, il n'est pas pétrifié, mais au soleil, il va peut-être pas tarder. Parce qu'on va parler évidemment des fontaines pétrifiantes, où l'art de transformer l'eau en pierre, selon le principe de la pétrification. Voilà 200 ans qu'une famille s'est installée là-bas et qu'elle perpétue donc cette tradition familiale de la pétrification. Le principe est simple, l'eau de pluie ruisselle et tombe dans les gorges entaillées des rochers volcaniques. Jusqu'à 3-4 km de profondeur, cette eau va ruisseler. Elle va rencontrer à cette profondeur-là des gaz carboniques qui vont faire remonter cette eau chargée en calcaire. Et cette eau chargée en calcaire va intéresser la famille Papon, puisqu'elle va installer des supports sur une fontaine qu'elle a elle-même créée, des échelles de bois de 12 mètres voire plus, 30 mètres de haut. On y dépose des objets, des supports, et sur lesquels donc l'eau va ruisseler, va se déposer le calcaire, et on va pouvoir en sortir une matière assez intéressante, décorative, pour des camées, des bas-reliefs en calcaire, magnifique. Le calcaire va recouvrir. Et voilà, c'est ça. C'est ça, ça va recouvrir une vierge. Vous savez combien de temps l'eau met pour remonter à la surface? Non, c'est ça propulsée par le gaz carbonique, 40 ans. 40 ans. Un chemin de 40 ans, elle parcourt pour remonter à la surface et offrir ce qu'elle a de plus beau, ces cristaux de calcaire. On retourne à la recette parce que nos courgettes, elles sont prêtes. Elles sont cuites.
Et ça, c'est quoi alors? Donc ici, on a nos lentilles, les lentilles blondes de Les la lentilles blondes qui ont été cuites. Hein. On les a cuites tout simplement, de l'eau, du sel, une carotte. Ces lentilles, on les a mixées, donc on arrive à avoir une pâte de lentilles. Pour l'assaisonner, un petit peu de moutarde. Oui. Mais la moutarde, en Auvergne, De charroux. on a de la À l'ancienne. moutarde. Donc c'est une moutarde à l'ancienne, une moutarde de charroux. Ça va condimenter la purée, mais ça va aussi l'assaisonner parce que la moutarde est pleine de sel. Et voilà. Et voilà, vous avez vu la recette, comment elle se fait devant vos yeux, avec des bons petits trucs de Jérôme Cazenave. Jérôme Doumingue, en revanche, parce qu'on a deux Jérôme ici, c'est un peu compliqué. Si on prenait un peu de hauteur, qu'on allait voler du côté du Puy-Marie, qui est vraiment une magnifique montagne. Et qui est un site emblématique, volcanique évidemment des monts du Cantal. Il y a le plomb du Cantal et puis il y a le Puy-Marie à quelques 1783 mètres d'altitude. Et de là partent 7 vallées glaciaires qui le cernent, qui l'entourent. Il a été classé, ce site, grand site de France en 2012 et il attire chaque année plus de 500 000 visiteurs. C'est beaucoup plus que le Puy-de-Dôme, dans le Puy-de-Dôme, son grand voisin de la chaîne des Puys. Et c'est un volcan vieux de plus de 6 millions d'années, on l'a dit, avec cette particularité qui est la pluviométrie là-haut, été comme hiver, puisque les intempéries d'ouest viennent frapper ce massif. C'est la première, on va dire, barrière naturelle auquel sont confrontées ces intempéries. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'ondées assez copieuses. Et la particularité, c'est que l'hiver, cette pluie se transforme évidemment en neige et il y a des névés considérables sur le Puy-Marie.